Sous le ciel d'un été lyonnais, où les rayons dorés du soleil couchant caressaient les façades ocres des immeubles du quartier de la Croix-Rousse, Élise Moreau marchait d'un pas assuré, son sac en cuir en bandoulière battant doucement contre sa hanche. Une ancienne militaire, membre des forces spéciales françaises, Élise était une femme dont la présence ne passait jamais inaperçue, même lorsqu'elle s'efforçait de se fondre dans la foule. Ce soir-là, elle ne cherchait ni l'attention ni le conflit, elle voulait simplement profiter de la douceur de l'air, du parfum des tilleuls qui flottaient dans les ruelles pavées, et de l'idée d'une soirée paisible à la librairie Page d'Or, un petit havre de littérature niché au cœur de Lyon. Elle portait une chemise blanche impeccablement repassée, un jean noir ajusté et des baskets usées mais soigneusement entretenues, un choix vestimentaire qui reflétait son goût pour la simplicité et la discipline. Dans son sac, rien d'extraordinaire, un ordinateur portable, une bouteille d'eau, et un livre qu'elle avait écrit, Courage et commandement, leçon d'une vie en première ligne. Ce livre, fruit de ses années dans l'armée, portait son nom en lettres grasses, sur la couverture. Élise avançait, les sens toujours en alerte, un réflexe forgé par des années passées à naviguer dans des zones de guerre, où chaque détail pouvait être une question de vie ou de mort. Elle remarqua un couple discutant à voix basse près d'une fontaine, une vieille dame ajustant son chapeau de paille devant une vitrine, et un musicien de rue grattant doucement sa guitare, ses notes se mêlant au rire des passants. Tout semblait si ordinaire, si vivant, jusqu'à ce que le crissement aigu des pneus d'une voiture de police vienne déchirer l'harmonie de cette soirée. Élise n'eut pas besoin de tourner la tête pour comprendre que quelque chose venait de changer. Une présence pesante s'imposa, comme un nuage sombre glissant sur la lumière. Une voix masculine, autoritaire mais faussement cordiale, trancha l'air. « Et, vous, arrêtez-vous une seconde. » Élise ralentit légèrement, ses yeux se posant sur l'homme qui sortait de la voiture. L'officier Pierre Lefebvre, la quarantaine, cheveux coupés ras et mâchoire carrée, portait son uniforme avec une assurance étudiée. Son badge brillait sous les lampadaires, et son nom, gravé en lettres nettes, semblait clamer une autorité incontestable. « Où allez-vous » demanda-t-il, son ton oscillant entre la politesse de surface et d'une suspicion à peine voilée. Élise le jaugea en un instant, la main droite de l'officier flottait près de sa ceinture, pas tout à fait sur son arme, mais assez proche pour envoyer un message. Elle avait vu ce regard trop souvent, dans des checkpoints à l'étranger comme dans les rues de France, un regard qui cherchait à la réduire à une menace sans raison. « À la librairie » répondit-elle simplement, sa voix calme mais ferme, ne trahissant ni peur ni agacement. Lefebvre inclina la tête, ses yeux glissant vers le sac d'Élise. « Ce sac, dit-il en le désignant d'un mouvement du menton. Qu'est-ce qu'il y a dedans » La question n'était pas innocente. Élise inspira lentement, son visage impassible. Elle connaissait ce scénario par cœur, une interrogation vague, une tentative de provoquer une réaction, une escalade subtile pour affirmer le contrôle. « Des livres, un ordinateur » répondit-elle, son ton aussi neutre que possible, mais ses muscles légèrement tendus, prête à tout. Lefebvre laissa échapper un petit rire sec, croisant les bras sur sa poitrine. « Je peux jeter un œil » Les mots semblaient anodins, mais Élise perçut l'intention derrière, ce n'était pas une demande, mais un ordre déguisé. Elle savait que refuser serait perçu comme un défi, et accepter trop vite comme une soumission. « Avez-vous une raison de me le demander » rétorqua-t-elle, sa voix légère mais tranchante comme une lame. Lefebvre plissa les yeux, son sourire s'effaçant légèrement. « Vous ressemblez à quelqu'un que nous recherchons. » dit-il, les mots glissant avec une fluidité presque mécanique, comme s'il les avait répétés des centaines de fois. Élise sentit l'absurdité de la situation peser sur elle. Correspondre au signalement. L'excuse la plus vieille du manuel, celle qui n'avait besoin d'aucune preuve, d'aucune justification. Elle avait vu ce scénario se jouer trop souvent, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, dans les récits d'amis et d'inconnus. Mais elle n'était pas une inconnue. Elle était Élise Moreau, une femme qui avait commandé des missions dans des zones où la moindre erreur coûtait des vies, une femme qui avait appris à garder son sang-froid face à l'adversité. Autour d'eux, la rue commençait à s'animer d'une nouvelle énergie. Les passants ralentissaient, jetant des regards curieux. Une vieille dame, Madame Dubois, propriétaire de la librairie Page d'Or, s'arrêta à quelques mètres, son visage marqué par une inquiétude qu'elle tentait de dissimuler.
Elle connaissait Élise, non pas comme une cliente régulière, mais comme l'autrice dont le livre trônait en vitrine de sa boutique. À côté, un jeune homme, Antoine, un étudiant en cinéma aux cheveux en bartaille, sortit discrètement son téléphone, ses doigts hésitants avant de commencer à filmer. Élise capta le mouvement du coin de l'œil, mais son attention resta fixée sur Lefebvre. « Vous voulez vérifier ?» dit-elle, sa voix toujours aussi posée, presque invitante, comme si elle le mettait au défi de poursuivre. Lefebvre, déstabilisé par son calme, redressa les épaules. « C'est moi qui pose les questions ici, lança-t-il, sa voix plus dure, son autorité vacillant face à l'assurance d'Élise. Il s'avança, ses bottes claquant sur le pavé. « Posez le sac. » Élise laissa le silence s'étirer une seconde de plus, juste assez pour que la tension devienne palpable, puis, avec une précision presque militaire, elle fit glisser la sangle de son épaule et posa le sac au sol. Aucun signe de peur, juste une maîtrise absolue. Lefebvre s'accroupit, saisissant le sac avec une brusquerie inutile, comme s'il cherchait à compenser son malaise par un excès d'autorité. Il ouvrit la fermeture éclair et fouilla à l'intérieur, sous les regards de plus en plus nombreux. Antoine, son téléphone bien en main, filmait chaque mouvement, tandis qu'un musicien de rue, Léo, un jeune homme à la peau tannée par des heures passées sous le soleil, s'approcha, sa guitare toujours en bandoulière. Léo, connu dans le quartier pour ses chansons engagées, murmura quelque chose à un passant, puis sortit son propre téléphone pour diffuser l'incident en direct sur les réseaux sociaux. « Ça va chauffer » lança-t-il à voix basse, un sourire en coin, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. Lefebvre, inconscient de la tempête qui se formait autour de lui, extirpa le livre d'Élise du sac. Il lut le titre à voix haute, « Courage et commandement, leçon d'une vie en première ligne », et son regard s'arrêta sur le nom de l'autrice. Élise Moreau. Une lueur de surprise traversa son visage, vite masqué par un rictus. « C'est quoi, ça ?» demanda-t-il, brandissant le livre comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction. « Un livre, répondit Élise, son ton aussi lisse que du verre. Le mien ? Un murmure parcourut la foule. Madame Dubois, toujours à l'écart, hocha la tête, un sourire discret aux lèvres. Antoine zooma sur le livre, capturant le moment où Lefebvre, déstabilisé, feuilletait les pages à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, pour justifier son intervention. Mais il ne trouva rien d'autre que des mots sur la résilience, le leadership, et la discipline, écrits avec la précision d'une femme qui avait vu le monde sous son jour le plus brutal. « Vous l'avez écrit » demanda Lefebvre, son ton mêlant incrédulité et défi. « C'est ce que dit la couverture. » répondit Élise, sans une once d'arrogance, juste une constatation. Cette simplicité le désarçonna plus que n'importe quelle réplique cinglante. Il referma le livre avec force, le jetant presque dans le sac, et passa à l'ordinateur portable, le manipulant comme s'il espérait y trouver une preuve de méfait. La foule grossissait, les murmures devenant un bourdonnement constant. Léo, toujours en direct, commentait à voix basse. « Regardez ça, encore un contrôle au faciès. On ne va pas laisser passer. » Lefebvre, sentant le poids des regards, se redressa brusquement. « Vous avez une pièce d'identité » aboya-t-il, cherchant à reprendre le contrôle. Élise hocha la tête, tirant lentement une carte militaire de son portefeuille. Les mots « Force spéciale »,« Élise Moreau » s'étalaient en lettres sobres mais puissantes. Lefebvre la saisit, ses yeux parcourant les informations, et son visage se figea. Un murmure s'éleva de la foule, « Elle est militaire » lança quelqu'un. Il s'est trompé de cible. Ajouta un autre, provoquant un rire étouffé. Lefebvre rendit la carte d'un geste brusque, mais son assurance s'effritait. « Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas suspecte, » grogna-t-il, mais ses mots sonnaient creux. Élise inclina légèrement la tête, son regard perçant. « Alors donnez-moi une raison pour cet arrêt, » dit-elle, sa voix tranchante mais contrôlée. Lefebvre ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La foule, galvanisée par l'échange, se resserra,
les téléphones levés comme des armes silencieuses. Antoine, toujours en train de filmer, murmura à Léo, ça va devenir viral. Léo hocha la tête, ses doigts pianotant sur son écran pour partager la vidéo avec ses abonnés. Madame Dubois, restée en retrait, s'avança légèrement, sa voix douce mais ferme s'élevant. Cette jeune femme est une héroïne, pas une criminelle. La tension était à son comble. Lefebvre, acculé, sentit le poids de la foule, des caméras, et de l'erreur qu'il avait commise en choisissant Élise comme cible. Il recula d'un pas, son regard vacillant d'entre elles et les visages hostiles autour de lui. Élise, immobile, croisa les bras, son calme devenant une arme plus puissante que n'importe quelle confrontation physique. « Vous m'avez arrêté, fouillé devant tout le monde, dit-elle, sa voix résonnant avec une autorité naturelle. Maintenant, expliquez pourquoi. » Lefebvre chercha une réponse, mais ses mots s'effilochaient face à la réalité. Il n'avait aucune justification valable. La foule, menée par Léo et Antoine, scandait doucement. Pourquoi elle? Pourquoi elle? Madame Dubois, les mains sur les hanches, ajouta. Vous ne faites pas ça aux autres passants. Pourquoi elle? Lefebvre, le visage rouge, recula encore, ses doigts crispés sur sa ceinture. Il savait qu'il avait perdu, mais il n'était pas prêt à l'admettre. Pas encore. Élise, elle, restait immobile, son regard fixé sur lui, attendant la suite, prête à faire face à ce qui viendrait, comme elle l'avait toujours fait, sur le champ de bataille et comme dans les rues de Lyon. Une ombre dans la lumière. La rue de la Croix-Rousse, baignée dans la lumière vacillante des lampadaires, vibrait d'une tension palpable, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Élise Moreau se tenait immobile, son regard fixé sur l'officier Pierre Lefebvre, dont l'assurance s'effritait sous le poids des dizaines de regards braqués sur lui. La foule, désormais compacte, formait un cercle presque organique autour de l'incident, les téléphones levés capturant chaque instant, chaque faux pas. Antoine, l'étudiant en cinéma, filmait avec une concentration fébrile, son objectif suivant les moindres gestes de Lefebvre, tandis que Léo, le musicien de rue, continuait sa diffusion en direct, sa voix basse mais incisive commentant l'injustice qui se déroulait sous leurs yeux. « Regardez ça, mes amis », murmurait-il à ses abonnés virtuels. Un contrôle sans raison, juste parce qu'elle ne correspond pas à leur idée de la normalité. À quelques pas, Madame Dubois, la libraire aux cheveux argentés, observait la scène avec une dignité silencieuse, ses lèvres pincées trahissant d'une colère contenue. Elle avait vu trop de ces moments dans sa longue vie, trop d'injustices balayées sous le tapis, mais ce soir, quelque chose dans l'attitude d'Élise, son calme, sa force, lui donnait l'espoir que cette fois serait différente. La vidéo d'Antoine, déjà partagée par Léo sur les réseaux sociaux, commençait à se propager comme une traînée de poudre, les notifications s'accumulant sur leurs écrans, des commentaires indignés affluant de partout. Élise, au centre de cette tempête naissante, restait imperturbable, ses bras croisés, son regard perçant rivé sur Lefebvre, qui semblait chercher une issue, un moyen de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappait. Lefebvre, le visage rougi par une colère mêlée de frustration, tenta de raffermir sa posture, redressant les épaules comme pour se rappeler qu'il portait l'uniforme, qu'il incarnait l'autorité. Circuler, il n'y a rien à voir. Lança-t-il à la foule, sa voix tremblant légèrement, mais ses mots furent accueillis par des murmures hostiles et quelques rires moqueurs. Rien à voir? Rétorqua une femme dans la foule, une passante d'une trentaine d'années tenant un panier de courses. Vous fouillez son sac sans raison, et on devrait juste partir? Lefebvre la foudroya du regard, mais son attention fut vite ramenée à Élise, qui n'avait pas bougé d'un pouce. Vous m'avez accusé, fouillé devant tout le monde, répéta-t-elle, sa voix aussi ferme qu'un roc, mais dénuée de provocation. Maintenant, expliquez pourquoi. Chaque mot semblait peser sur Lefebvre, creusant un peu plus le gouffre dans lequel il s'était lui-même jeté. Il ouvrit la bouche, prêt à répéter son excuse usée. Vous correspondez au signalement.
Mais les mots moururent dans sa gorge. La foule, galvanisée par le calme d'Élise, se fit plus bruyante, des voix s'élevant pour exiger des réponses. Léo, toujours en direct, pointa son téléphone vers Lefebvre, sa voix claire résonnant dans la rue. « Alors, monsieur l'agent, c'est quoi la raison? Vous avez une description précise, ou c'est juste parce qu'elle était noire ?» La question, crue et directe, fit tressaillir plusieurs personnes dans la foule, et Lefebvre recula d'un pas, son regard vacillant entre Élise et les visages hostiles autour de lui. C'est alors qu'un nouveau véhicule de police s'arrêta à quelques mètres, ses gyrophares et projetant des éclats bleus et rouges sur les murs des immeubles. Une femme en uniforme en descendit, suivie d'un jeune homme en tenue de stagiaire, visiblement nerveux. La femme, la lieutenant Aïssa Diallo, avait une présence qui imposait le respect sans effort. Grande, la peau ébène, ses cheveux tressés soigneusement relevés sous son képi, elle avançait avec une assurance tranquille, ses yeux scrutant la scène avec une intensité qui contrastait avec la maladresse de son collègue, Julien, un jeune policier en formation qui semblait hésiter à chaque pas. Aïssa s'arrêta à mi-chemin entre Élise et Lefebvre, son regard passant de l'un à l'autre, puis s'attardant sur la foule, les téléphones levés, et enfin sur Madame Dubois, dont elle croisa brièvement le regard. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, sa voix ferme mais dénuée d'agressivité, une question qui n'appelait pas d'esquive. Lefebvre se redressa, saisissant l'occasion de reprendre la main. « Un contrôle de routine, lieutenant, dit-il, son ton regagnant une fausse assurance. Cette femme correspondait à un signalement. Aïssa haussa un sourcil, son expression impassible mais son regard perçant. « Un signalement ?» répéta-t-elle, laissant le mot flotter dans l'air comme un défi. Lefebvre hocha la tête, mais son malaise était palpable. Oui, une femme suspectée d'activité, douteuse. Élise, toujours immobile, laissa échapper un souffle discret, presque un rire étouffé. Aïssa tourna son regard vers elle, l'invitant à parler d'un simple hochement de tête. Élise ne se fit pas prier. Cet officier m'a arrêté sans raison alors que je me rendais à la librairie, commença-t-elle, sa voix claire et précise, comme si elle récitait un rapport militaire. Il a fouillé mon sac, trouvé mon livre et ma carte militaire, mais il a continué à m'accuser sans jamais donner de justification. Elle marqua une pause, ses yeux croisant ceux d'Aïssa, un échange silencieux entre deux femmes qui comprenaient, sans besoin de mots, ce que signifiait cet instant. Et maintenant, il refuse d'expliquer pourquoi. Aïssa hocha la tête, son regard revenant sur Lefebvre, qui semblait se ratatiner sous son scrutini. « Montrez-moi la vidéo, dit-elle à la foule, sa voix coupant à travers le brouhaha. Antoine s'avança, son téléphone à la main, l'écran affichant l'enregistrement qu'il avait commencé dès l'arrivée de Lefebvre. Aïssa visionna les images en silence, son visage se crispant légèrement à mesure que les événements se déroulaient, l'arrêt abrupt, la fouille agressive, les réponses calmes mais cinglantes d'Élise, et l'incapacité de Lefebvre à justifier ses actions. Julien, à côté d'Aïssa, jetait des regards nerveux à son supérieur, ses mains serrées sur sa ceinture, comme s'il cherchait à se raccrocher à quelque chose de tangible. La foule, encouragée par l'arrivée d'Aïssa, devint plus vocale. Léo, toujours en direct, s'adressa à ses abonnés. « Vous voyez ça ? Une lieutenante qui fait son boulot correctement. Mais pourquoi il a fallu qu'on filme pour qu'elle intervienne ? » Madame Dubois, incapable de rester silencieuse plus longtemps, s'avança, sa voix tremblante mais résolue. « J'ai vu cet homme arrêter des gens dans ce quartier, toujours les mêmes profils, toujours sans raison. Cette fois, il est tombé sur la mauvaise personne. » Elle pointa Élise, un sourire fier aux lèvres. « Cette femme est une héroïne, pas une suspecte. » La foule éclata en murmures d'approbation, certains applaudissant, d'autres scandant « Justice, justice !» Lefebvre, acculé, tenta une dernière défense. C'était un contrôle standard, rien de plus. Lança-t-il, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Aïssa leva une main, imposant le silence sans effort. « Un contrôle standard ?» répéta-t-elle, son ton glacial. « Vous avez fouillé ses affaires,
ignorait sa carte militaire, et tout ça sans motif valable. Expliquez-moi, officier, quel crime elle a commis. Lefebvre chercha ses mots, son visage passant du rouge à la pâleur, mais aucun son ne sortit. Julien, à côté, baissa les yeux, visiblement mal à l'aise, ses doigts triturant nerveusement sa ceinture. Aïssa se tourna vers Élise, son expression adoucissant légèrement. « Madame Moreau, pouvez-vous me confirmer ce qui s'est passé ?» Élise hocha la tête, répétant son récit avec la même précision, ajoutant un détail qui fit frémir la foule. Quand il a vu ma carte militaire, il a dit que ça ne prouvait rien. Il voulait me faire plier, peu importe la vérité. Aïssa serra les mâchoires, son regard revenant sur Lefebvre, qui semblait maintenant plus petit, plus fragile. Elle s'approcha de lui, sa voix basse mais tranchante. « Vous avez abusé de votre autorité, officier. Vous avez humilié une citoyenne sans raison. » Lefebvre tenta de protester, mais Aïssa l'interrompit d'un geste. « Comment assez. » Elle se tourna vers Julien, qui sursauta sous son regard. « Prenez son badge, ordonna-t-elle. » Julien hésita, ses yeux passant de Lefebvre à Aïssa, mais il finit par obéir, s'approchant de son supérieur avec des gestes maladroits. Le clic métallique du badge arraché résonna dans la rue, un son amplifié par le silence soudain de la foule. Lefebvre, livide, ouvrit la bouche pour protester, mais le regard d'Aïssa le cloua sur place. « Tournez-vous » ordonna-t-elle, sortant ses menottes. La foule retint son souffle, les téléphones capturant chaque seconde. Léo, un sourire en coin, murmura à son audience. « Ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle la justice en direct. » Alors que les menottes se refermaient sur les poignets de Lefebvre, un murmure parcourut la foule, suivi d'applaudissements épars. Madame Dubois, les larmes aux yeux, serra son châle contre elle, hochant la tête en signe d'approbation. Antoine, toujours en train de filmer, zooma sur Élise, dont le visage restait impassible, mais dont les yeux brillaient d'une intensité contenue. Aïssa s'approcha d'elle, sa voix plus douce. « Au nom du commissariat, je vous présente mes excuses, Madame Moreau. Ce qui s'est passé est inacceptable. » Élise étudia Aïssa un instant, puis inclina la tête, un geste de reconnaissance plus que d'acceptation. « Ce n'est pas la première fois, dit-elle simplement, sa voix portant une vérité que tous comprirent. Aïssa hocha la tête, un échange silencieux scellant un respect mutuel. Alors que Julien escortait Lefebvre vers la voiture, la foule s'écarta, certains continuant à filmer, d'autres commençant à se disperser, murmurant entre eux sur ce qu'ils venaient de voir. Léo, toujours en direct, conclut, « Ce soir, on a montré qu'on ne se taira plus. Merci à cette femme, Élise Moreau, pour son courage. » Élise, ajustant son sac sur son épaule, jeta un dernier regard à la scène avant de reprendre sa marche vers la librairie, son pas toujours aussi assuré, mais son esprit déjà tourné vers ce qui suivrait. Une ombre dans la lumière. La rue de la Croix-Rousse retrouvait peu à peu son souffle, comme si la tension qui l'avait étouffé s'évanouissait avec le claquement de la portière de la voiture de police où Pierre Lefebvre, menottes aux poignets, venait d'être escorté. Les gyrophares projetaient toujours leurs éclats bleus et rouges sur les façades, mais leur lumière semblait moins oppressante, comme si la vérité, enfin exposée, avait apaisé l'atmosphère. Élise Moreau, son sac en bandoulière ajusté sur son épaule, s'éloignait lentement, ses pas résonnant sur les pavés humides. Elle n'avait pas besoin de regarder en arrière pour savoir que la foule, encore vibrante d'émotion, continuait de murmurer, de filmer, de commenter. Antoine, l'étudiant en cinéma, rangeait son téléphone, un sourire satisfait sur le visage, tandis que sa vidéo, désormais virale, continuait de se propager sur les réseaux sociaux, accumulant des milliers de vues et de partages. Léo, le musicien de rue, toujours en direct, s'adressait à son audience avec une ferveur contenue. « Ce soir, on a vu ce qui se passe quand on ne baisse pas les yeux. Élise Moreau, une héroïne, a tenu tête à l'injustice, et nous, on était là pour le prouver. » À quelques mètres, Madame Dubois, la libraire, observait la scène depuis le pas de sa boutique, ses mains serrant son châle, un mélange de fierté et de tristesse dans son regard. Elle savait que cette victoire,
aussi éclatante soit-elle, n'effaçait pas les cicatrices de toutes les autres fois où personne n'avait filmé, où personne n'avait osé parler. Élise, elle, avançait vers la librairie Page d'Or, son but initial, mais son esprit était ailleurs, porté par une question qui refusait de la quitter. Si aucun téléphone n'avait été levé ce soir, si aucun témoin n'avait été là, aurait-elle obtenu justice? Cette interrogation, lourde et insistante, pesait sur ses épaules comme un fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps. À l'intérieur de la voiture de police, Pierre Lefebvre, tête baissée, évitait les regards. Julien, le jeune stagiaire, assis à l'avant, jetait des coups d'œil nerveux dans le rétroviseur, ses mains crispées sur le volant. La lieutenant Aïssa Diallo, assise à ses côtés, gardait un silence glacial, son visage impassible mais ses yeux brûlants d'une colère contenue. Elle avait pris une décision difficile, mais nécessaire, en retirant le badge de Lefebvre et en le menottant devant la foule. Ce n'était pas seulement une sanction pour son abus de pouvoir, mais un message. L'uniforme ne donnait pas le droit de bafouer la dignité d'autrui. Pourtant, Aïssa savait que cet acte, aussi juste soit-il, ne suffisait pas. Le problème était plus profond, ancré dans des années de pratiques douteuses, de préjugés implicites, de silences complices. Elle tourna la tête vers Julien, dont le visage trahissait un malaise grandissant. « Monsieur, tu as quelque chose à dire ?» demanda-t-elle, sa voix ferme mais sans agressivité. Julien déglutit, hésitant. Je ne pensais pas que ça pouvait aller si loin. Murmura-t-il. Je veux dire, je l'ai vu faire des contrôles comme ça avant, mais c'était toujours présenté comme normal. Aïssa hocha la tête, son regard se perdant dans la nuit lyonnaise. Normal pour qui? Répondit-elle, laissant la question flotter. Julien baissa les yeux, conscient que cette soirée marquerait un tournant dans sa jeune carrière, peut-être même dans sa façon de voir son métier. Pendant ce temps, Élise poussait la porte de la librairie Page d'Or, accueillie par le tintement discret d'une clochette. L'odeur du papier ancien et du bois verni l'enveloppa, un contraste apaisant avec l'agitation de la rue. Madame Dubois, qui l'avait suivie après avoir fermé sa vitrine, s'approcha d'elle, un sourire chaleureux aux lèvres. « Vous avez été magnifique, Élise, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Ce que vous avez fait ce soir, ça va rester dans les esprits. » Élise inclina la tête, un geste modeste, mais ses yeux trahissaient une fatigue profonde. « Je n'ai fait que rester fidèle à moi-même, » répondit-elle doucement. « Mais ça ne devrait pas être une bataille à chaque fois qu'on met un pied dehors. » Madame Dubois hocha la tête, comprenant trop bien ce qu'elle voulait dire. Elle guida Élise vers une table où trônait d'une pile de son livre, Courage et commandement. « Vous savez, depuis que j'ai mis votre livre en vitrine, les gens s'arrêtent pour le regarder. Ce soir, ils vont comprendre pourquoi. » Élise esquissa un sourire, mais son esprit était déjà ailleurs, revisitant chaque instant de l'incident, chaque regard, chaque mot échangé. Elle s'assit, acceptant une tasse de thé offerte par la libraire, et laissa son regard se perdre dans les rayonnages, cherchant un moment de répit. Dehors, la foule s'était en grande partie dispersée, mais l'énergie de l'incident persistait. Antoine, assis sur un banc, faisait défiler les commentaires sous sa vidéo, un mélange d'indignation, de soutien et de récits similaires partagés par des inconnus. L'un d'eux écrivait « Ça m'est arrivé l'année dernière à Belleville. Pas de caméra, pas de justice. Merci pour cette vidéo. » Et un autre. Élise Moreau est une force de la nature. On a besoin de plus de gens comme elle. Antoine, galvanisé, envoya un message à Léo, qui s'était installé à quelques rues de là pour jouer sa guitare, transformant l'incident en une chanson improvisée qu'il diffusait en direct. Ce soir, on chante pour Élise, pour la justice, pour tous ceux qui n'ont pas eu de caméra pour les défendre, lança-t-il à son public, ses doigts pinçant les cordes avec une intensité nouvelle. La musique, portée par le vent, semblait sceller l'importance de ce moment, un écho de résistance dans les rues de Lyon. À la librairie,
Élise feuilletait distraitement un recueil de poèmes, mais ses pensées revenaient sans cesse à Aïssa Diallo. Leur échange, bien que bref, avait été marqué par une compréhension mutuelle, un respect tacite entre deux femmes qui connaissaient le poids des regards, des jugements, des attentes. Élise se demandait ce qu'Aïssa ferait ensuite, si elle pousserait pour des changements au sein du commissariat, si elle continuerait à se battre contre les abus qu'elle voyait trop souvent. Elle repensait aussi à Julien, ce jeune policier dont le malaise était si évident. Peut-être, se dit-elle, était-il encore possible de changer les mentalités, une personne à la fois. Mais cette pensée était tempérée par une réalité plus dure. Combien de fois devrait-elle encore prouver sa valeur, sa légitimité, simplement pour marcher dans la rue? Combien de fois devrait-elle compter sur une caméra, une foule, une lieutenante comme Aïssa, pour que justice soit faite? De son côté, Aïssa, de retour au commissariat, rédigeait un rapport sur l'incident, ses mots précis et implacables. Elle savait que l'affaire ne s'arrêterait pas là. La vidéo d'Antoine, relayée par Léo, avait déjà attiré l'attention des médias locaux, et des associations de défense des droits humains commençaient à poser des questions. Aïssa, bien que fière d'avoir agi, ressentait une frustration familière. Elle avait vu trop de collègues comme Lefebvre, trop de moments où l'uniforme servait d'excuse pour des abus. Elle jeta un regard à Julien, qui triait des dossiers à quelques mètres, toujours silencieux. « Julien, dit-elle, brisant le silence. » Il releva la tête, surpris. « Ce que tu as vu ce soir, garde-le en tête. On ne porte pas cet uniforme pour intimider, mais pour protéger. Si tu veux changer les choses, commence par toi. » Julien hocha la tête, ses joues rougissant légèrement, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Il savait qu'il avait beaucoup à apprendre, et ce soir, Élise Moreau lui avait donné une leçon qu'il n'oublierait pas. Dans la librairie, Élise prit une gorgée de thé, le liquide chaud apaisant momentanément la tempête dans son esprit. Madame Dubois, assise en face d'elle, lui tendit un carnet. « Écrivez quelque chose, dit-elle. Vos mots ont du pouvoir. Ce que vous avez fait ce soir, ça va inspirer d'autres personnes. » Élise hésita, puis prit le stylo, traçant quelques lignes. « La justice n'est pas un droit garanti, c'est une flamme qu'il faut entretenir, par nos actes, nos voix, notre courage. » Elle referma le carnet, le rendant à Madame Dubois avec un sourire discret. Dehors, la nuit lyonnaise s'étendait, ponctuée par les notes de la guitare de Léo, les discussions animées des passants, et le bourdonnement des notifications sur le téléphone d'Antoine. Élise se leva, prête à rentrer chez elle, mais elle savait que cette soirée n'était pas une fin, mais un début. Elle avait remporté une bataille, mais la guerre contre l'injustice était loin d'être terminée. Alors qu'elle quittait la librairie, la clochette tinta à nouveau, un son doux mais clair dans la nuit. Élise s'arrêta un instant sur le seuil, laissant son regard balayer la rue, les lumières, les visages. Elle pensait à tous ceux qui, avant elle, avaient été arrêtés sans raison, à ceux qui n'avaient pas eu de caméra pour les défendre, à ceux qui n'avaient pas eu la chance de croiser une Aïssa Diallo. Cette soirée, grâce au téléphone d'Antoine et de Léo, grâce au courage de Madame Dubois, grâce à sa propre détermination, avait changé quelque chose. Mais la question restait, combien de temps faudrait-il pour que des soirées comme celle-ci ne soient plus nécessaires? Élise inspira profondément, ajusta son sac, et reprit sa marche, son pas toujours aussi assuré, mais son cœur porté par une conviction nouvelle. La justice n'était pas seulement dans les mains des puissants, elle était aussi dans celles de ceux qui osaient la demander, la filmer, la chanter. Et ce soir, Lyon avait été le témoin de ce pouvoir. L'histoire d'Élise Moreau dans Une ombre dans la lumière est un miroir de notre société, révélant les injustices qui persistent dans les interactions quotidiennes. À travers son courage face à l'abus de pouvoir de Pierre Lefebvre, Élise incarne une résilience qui transcende les préjugés. Ce qui m'a marqué, c'est sa capacité à rester calme, à transformer une situation humiliante en une leçon de dignité. La présence des témoins. Antoine, Léo, Madame Dubois, et l'intervention d'Aïssa Diallo soulignent l'importance de la solidarité et de la vigilance collective. En France, où les valeurs de liberté et d'égalité sont chères, cette histoire nous rappelle que ces idéaux ne sont pas automatiques, ils exigent notre engagement actif. La leçon que j'en tire pour ma vie quotidienne est claire, chaque petite action compte.
Filmer une injustice, comme Antoine, ou élever la voix, comme Léo, peut changer le cours des événements. À mon échelle, je m'efforcerai d'être attentif aux injustices autour de moi, que ce soit en soutenant une victime ou en questionnant des comportements discriminatoires. Comme Élise, je veux cultiver la patience et la fermeté face à l'adversité, et comme Aïssa, assumer mes responsabilités pour promouvoir l'équité. Cette histoire m'enseigne aussi l'humilité, reconnaître mes propres biais et apprendre à écouter ceux qui vivent des expériences différentes des miennes. Si cette histoire vous a touché, agissez. Cliquez sur j'aime pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour sensibiliser vos proches, et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes. Laissez un commentaire ci-dessous. Que vous a appris Élise Moreau? Vos idées et l'expérience sont précieuses pour continuer ce dialogue. Ensemble, faisons entendre nos voix pour une société plus juste.